Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste sur France 2. On compte aujourd'hui plus de 4 millions de bouddhistes européens. Le bouddhisme a désormais été reconnu officiellement par les gouvernements de plusieurs pays en Europe, notamment en Autriche, en Italie, en Norvège, en Belgique ou encore en Suède. Alors, qu'est-ce que la pensée bouddhiste peut apporter à la société à travers les institutions européennes? De quelle manière l'Union bouddhiste européenne travaille-t-elle? Quelles sont les grandes actions menées et dans quel domaine? J'ai l'immense plaisir d'accueillir pour en parler la représentante de l'Union bouddhiste européenne au sein du Conseil de l'Europe, Gabriela Frey. Bonjour Gabriela. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente fondatrice de Sakyadhita France. C'est une association qui s'occupe des nonnes, des femmes, des enfants aussi d'ailleurs. Vous avez été assistante pour plusieurs députés allemands au Parlement européen. Vous avez également été secrétaire de l'intergroupe Tibet, également au Parlement européen. Et actuellement, vous êtes coordinatrice des 14 unions nationales bouddhistes en Europe. Ça fait beaucoup de choses. Alors, vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de l'UBE, l'Union bouddhiste européenne? L'Union bouddhiste européenne a été fondée en 1975 et c'était vraiment une volonté de bouddhistes et d'organisations bouddhistes un peu partout en Europe de travailler ensemble. Parce que nous sommes une religion, philosophie minoritaire et on a les mêmes volontés, les mêmes problèmes, les mêmes chances et de faire un travail un peu transfrontalier, ça nous aide à aller un peu en avant. Et l'Union bouddhiste européenne se réunit régulièrement et c'était en 2008 où on s'est dit on va un peu intensifier le travail et j'ai proposé à introduire le statut participatif au Conseil de l'Europe pour qu'on puisse également travailler au niveau institutionnel et apporter la vision ou tout ce que peut apporter le bouddhisme dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qu'il en est du Conseil de l'Europe? Alors le Conseil de l'Europe, c'est une institution qui n'a rien à voir avec le Parlement européen, justement. Je dirais C'est important toujours... de le Oui, spécifier. Oui. c'est la mère, moi je dis toujours, c'est l'institution mère de l'Europe. Elle a été créée juste après la guerre parce qu'on s'est dit plus jamais de guerre. Donc ça base sur les droits humains, l'état des droits et la démocratie. Et démocratie veut dire aussi une éducation pour pouvoir être capable de vivre dans une démocratie. Cette institution travaille dans un soi-disant quadrilogue. Alors, c'est quoi un quadrilogue? C'est un dialogue à quatre. Oui. À quatre. C'est-à-dire, Donc, entre qui et qui? c'est actuellement, le Conseil de l'Europe comporte 46 pays membres. Ce sont les ministres d'extérieur, c'est le comité des ministres. Nous avons également l'Assemblée parlementaire, le Congrès des régions et communes. Et ce qui est unique au monde, c'est la conférence des OING, des organisations non gouvernementales. Si on veut dire, c'est un peu la société civile sous sa forme engagée qui se réunit. On a à peu près 300 ONG qui se réunissent et qui font partie de ce soi-disant quadrilogue, donc c'est-à-dire on travaille à quatre. C'est-à-dire la société civile qui apporte une information, ce qui va bien ou va pas bien. Une information de terrain, en quelque sorte. Voilà, et on fait des recommandations. Et aussi, normalement, l'Assemblée parlementaire ou les ministres, ils nous demandent, mais comment ça... les lois, est-ce que ça suffit ou pas? Voilà, donc c'est un très bon échange. Et moi, je dirais que ce système, c'est un très bon exemple de démocratie. Alors, vous l'avez souligné, en fait, l'EBU, donc l'Union bouddhiste européenne, a obtenu le statut participatif à la conférence des organisations non gouvernementales du Conseil de l'Europe. Alors, elle est active dans différents comités. Quelles sont les grandes actions qui sont menées?
Alors, ça reflète un peu notre société. Nous avons des actions un peu partout, c'est-à-dire sociales, là où la démocratie a besoin de soutien et de clarification. C'est d'entraide. Vous avez des associations dans tous les domaines. Et je vous conseille vraiment d'aller sur le site de la conférence des ONG parce que je ne pourrais pas les nommer. Et nous avons également, dans ce contexte, ce qu'on appelle en anglais les faith-based organizations, De c'est-à-dire quoi s'agit-il? des organisations basées sur une croyance, une foi. Par exemple, l'Union bouddhiste européenne, mais on a aussi les protestants, les catholiques, les musulmans, les juifs, Quakers et tout ça. Et dans cet ensemble, par exemple, je me suis permis d'introduire ou avoir l'idée d'introduire un comité pour le dialogue, non seulement interreligieux, mais interconvictionnel. Parce que, Comment vous définissez le dialogue interconvictionnel? alors ça vient du mot conviction, Ouais. c'est-à-dire on a à l'intérieur de nous, les personnes, ils ont des valeurs, ils ont une spiritualité, mais ils ont un peu de mal à l'enfermer, entre guillemets, dans une religion où ils ont Oui, ou de eu. mettre une étiquette dessus. Voilà, c'est ça. Donc, et notamment les jeunes, ils disent, oh, religion, c'est pas pour moi. Donc, on a remarqué, depuis qu'on a élargi le cadre d'un dialogue qui très souvent peut intra-abrahamique, il faut l'élargir pour qu'on ne perde pas des jeunes, parce qu'il y a vraiment maintenant une importance de transmettre, mais c'est quoi les valeurs, la spiritualité, le sens de la vie. En tout cas, ce qu'on entend, c'est que vous insistez beaucoup sur le fait que ce soit un dialogue qui soit constructif, crédible. Et en fait, effectivement, il ne doit pas se limiter uniquement aux dirigeants spirituels. Et c'est pour ça que pour vous, c'est important, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, mais il faut vraiment intégrer les différentes composantes de la société civile. Absolument. En 2015, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avait demandé une recommandation pour installer une plateforme de dialogue, mais uniquement entre les dirigeants religieux. Mais si on fait ça, très souvent déjà, les dialogues sont trop patriarcales. On voit pratiquement que des hommes. Il y a peut-être parfois une femme alibi qui est juste à côté, ça va pas. Ça manque de jeunes. Et donc moi, je trouve qu'il faut que on vit tous ensemble, donc tout le monde doit être autour de la table pour en discuter. Qu'est-ce que doit devenir notre société? Et donc, interconvictionnel, et ça marche. On a des demandes, des jeunes. L'autre jour, il y avait un jeune homme, un jeune étudiant qui est venu, il étudie les religions et l'extrémisme. Il a dit, j'ai entendu votre comité, est-ce que je peux devenir stagiaire chez vous? Et donc, ça montre que ça parle. Oui, et qu'il y a beaucoup d'intérêt. Tout Alors, à ce qui est fait. intéressant, effectivement, c'est que c'est très large comme vision. C'est une vision qu'on peut qualifier d'holistique, je crois, qui tient vraiment compte aussi de la santé émotionnelle et du lien social, en fait. C'est un des objectifs du comité. Oui. Nous essayons pour l'instant, parce qu'on n'a pas beaucoup de fonds, mais de faire au moins 2 fois dans l'année un webinaire avec des thématiques sur des sujets qui sont importants, par exemple confiance en soi ou la formation de l'identité, l'éducation notamment, parce qu'on a un énorme écart entre le laïcisme et les religions qui sont parfois presque vers l'extrémisme. Donc, dans tout ça, mais comment on peut encore se parler, s'entendre et de vivre en paix? Et c'est ça tellement important. On a un projet où les enseignants qui ont envie d'enseigner comment vivre plus pacifiquement dans une école et de créer des peace champions, des champions de paix qui peuvent après avait tout un contexte de formation pour enseigner davantage comment vivre plus pacifiquement dans notre école, dans notre société. Comment vous essayez, à travers l'Europe aussi, à donner la confiance aux femmes, à les aider à prendre leur place? Oui, tout à fait. Le Conseil de l'Europe a toujours travaillé sur des solutions pour des droits humains, égalité des droits et une plus grande protection des femmes et des filles. Et on cherche et on met en place des échanges sur des bonnes pratiques et qu'on appelle aussi des pratiques inspirantes. Qui sont dans plusieurs pays
Et justement, quand il y a quelque chose qui marche bien dans un pays, on essaye Alors, de le juste montrer. un exemple, une pratique inspirante, ce serait quoi? Oh là, par exemple, en Allemagne, on a très souvent les crimes dits d'honneur. Et il y a des personnes qui enseignent, il y a des jeunes garçons qui disent, mais tu n'es pas un héros si tu fais de la violence à ta sœur, mais tu es un héros justement si tu cesses de faire ça. Mmh. Et ça, c'est Heroes, ça se fait à Berlin. Je trouve que ça, c'est un très bon exemple. Et il y a tellement de projets. Et ce qui est intéressant, encore une fois, de noter, c'est que c'est des projets qui sont transfrontaliers pour l'égalité et la dignité, en fait. Oui, Hein. et on crée après des qu'on appelle toolkits, donc des boîtes à outils qui sont traduites et qui sont publiées et que tout le monde peut s'inspirer parce que je dirais la critique c'est OK, mais bon, il faut toujours avoir quelque chose. Elle se doit être constructive. Si je dis ça c'est pas bien, au moins j'apporte une possibilité de réponse ou de changer des choses. Et comment c'est reçu par les jeunes dans les retours que vous avez? Alors, on a aussi un département pour la jeunesse. Il y a un Youth Department au Conseil de l'Europe. Je vous assure, le Conseil de l'Europe est passionnant. Allez-y sur le site. C'est une énorme planète. On y trouve beaucoup de choses. Il faudrait des heures pour tout expliquer. Et ce que je trouve fantastique, c'est que déjà, quand les jeunes viennent, ils regardent et ils sont engagés, ils veulent faire quelque chose sur le thème de l'environnement, sur l'inégalité dans les sociétés. Mais c'est vraiment quelque chose qui marche et il faut le découvrir. Et je peux juste encourager à chacune et chacun, faites confiance en l'Europe. L'Europe, c'est le maintien de la démocratie et c'est ça ce qui nous protège. Et une toute petite chose, il y a le Forum mondial de la démocratie. C'est toujours au début du mois de novembre. Cette année, c'est du 6 au 8 Et novembre. ça se passe où? C'est au Conseil de l'Europe et c'est libre. Chacun peut y aller et c'est surtout fait pour les jeunes. Forum Super. mondial de la démocratie, je vous encourage, devenez vraiment... prenez l'Europe dans votre cœur et Engagez-vous. voilà. La démocratie, elle est un peu en danger partout avec les guerres. J'ai une pensée particulière pour les Ukrainiens Mm. parce que l'Ukraine fait aussi partie du Conseil de l'Europe et malheureusement, la Russie a été expulsée du Conseil de l'Europe à cause de son agression. Moi, je trouve que c'est très triste. C'était pour moi vraiment une journée très triste quand on perd quelqu'un de la famille parce qu'il devient fou. Alors, c'est ça ce qui est triste. Merci Gabriella Frey, en tout cas, de nous avoir donné ces outils, ces lueurs d'espoir aussi. Alors, il y a beaucoup de sites internet sur lesquels il faut aller, mais bon, C'est la on va vie trouver. Et, merci infiniment. OK. Voici quelques pistes de lecture que nous vous proposons, avec tout d'abord La rencontre du bouddhisme et de l'Occident de Frédéric Lenoir aux éditions Fayard. Le philosophe et docteur en sociologie relate ici les grandes étapes de la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Il montre combien le bouddhisme fut et reste profondément réinterprété à partir de différents prismes culturels et de quelle manière il s'est implanté en Occident. Quel bouddhisme pour l'Occident de Fabrice Midal aux éditions du Seuil. La rencontre de ces deux univers, le bouddhisme et l'Occident, est selon l'auteur pour le bouddhisme l'occasion de se renouveler, mais surtout de se dévoiler. Ce livre décrit et interprète cette rencontre culturelle et spirituelle. Il s'adresse évidemment aux bouddhistes, mais surtout à tous ceux qui ne le sont pas. Et enfin, Éveille-toi à l'essentiel, une spiritualité pour le monde d'aujourd'hui, d'Avikrita Vajrasakya aux éditions Le Courrier du Livre. Une présentation unique et rafraîchissante du bouddhisme tibétain, abordée avec simplicité et un style à même de rencontrer les jeunes générations qui s'interrogent sur le sens de l'engagement dans une pratique spirituelle aujourd'hui face à un monde globalisé et des enjeux humains, sociétaux et climatiques critiques. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant un mois sur la plateforme France.tv. Nous vous souhaitons une très, très belle semaine.